Il y a des histoires qu'on raconte pour rire, autour d'un feu, entre amis. Et puis il y a celles qu'on garde en soi parce qu'elles laissent une trace, un frisson, une question sans réponse. Dans ce recueil, vous trouverez 3 témoignages. 3 récits vécus par des gens ordinaires, plongés dans des situations où le malaise devient peur, où l'ordinaire glisse lentement vers l'inexplicable. Du désert brûlant d'Arizona, aux plages de nuit d'Ocean City, jusqu'aux eaux troubles d'une paisible crique du Nord-Est, ces histoires partagent une même vérité. Parfois, les monstres n'ont pas besoin de masques, ils ont des comptes Instagram, des sourires charmants ou des bras humides sortis des ténèbres. Installez-vous confortablement et surtout gardez les yeux ouverts. Je me souviens encore de cette soirée d'été comme si c'était hier. C'était un vendredi soir, j'étais sorti avec un grand groupe d'amis dans un bar bondé de monde, le genre d'endroit où tu perds vite la moitié de ton groupe dans la foule et le bruit. Alors que tout le monde s'éparpillait un peu, je me suis retrouvé à discuter avec un type que je ne connaissais pas, Matt. On a commencé à parler devant un écran qui diffusait un match des Cubs, le courant est tout de suite passé, rien de profond, mais une bonne vibe, 2 gars qui s'entendent bien, un peu comme si on s'était déjà croisés auparavant dans une autre vie. On a échangé nos Instagram, son compte affichait pas mal d'abonnés, des photos de voyage, de soirées, de sport, le portrait classique du mec sociable et actif d'une vingtaine d'années, rien d'alarmant, normal. Après ça, j'ai essayé de retrouver mon groupe. Et franchement, entre mecs qui se croisent dans un bar et se promettent de se recontacter, ça ne donne jamais rien, on oublie, on décuve et on passe à autre chose. Mais le lendemain, contre toute attente, je l'ai revu, c'était samedi soir, je fêtais l'anniversaire de mon pote Tyler dans un bar en extérieur au bord de l'eau. Un endroit parfait pour une soirée d'été. J'ai posté une petite story Insta où on chantait tous pour lui. 1 heure plus tard, alors que je sirotais une bière en papotant avec quelques potes, je sens une tape sur mon épaule. Je me retourne et c'est Matt. Souriant, détendu, il me fait une tape amicale dans la main. C'est mon spot préféré du samedi, m'a-t-il lancé. Je l'ai présenté à mes amis, genre, vous vous souvenez de Matt? Même s'il ne lui avait pas vraiment parlé la veille, il l'avait sûrement aperçu. Il s'est incrusté à notre groupe de façon fluide, et vu que tout le monde était bien alcoolisé, personne n'y a vu d'inconvénient. Il s'est intégré à la soirée sans souci. Quelques jours plus tard, il m'a proposé d'aller jouer au golf. Une invitation un peu inattendue, mais pourquoi pas? Je suis nul au golf, mais c'est un sport que j'aimerais maîtriser un jour. On s'est retrouvés un dimanche matin, très tôt, sans que mes potes ne puissent se joindre à nous. Trop fatigués, trop tôt, les excuses habituelles. Finalement, Matt et moi avons passé la matinée ensemble, juste nous deux, 9 trous, 2 heures, quelques éclats de rire. Rien de bizarre. On a mangé un bout après, puis je suis rentré chez moi. C'est après cette journée que tout a changé. La prochaine fois que j'ai vu Matt, il m'a proposé un trip en Arizona pour faire de la randonnée et surtout voir le Grand Canyon. Un de mes rêves depuis longtemps. J'ai sauté sur l'occasion, vérifié mes disponibilités avec le boulot et j'ai dit oui. J'ai tenté d'embarquer Tyler et d'autres potes, mais ils ont tous décliné. Pas de congé, pas de sous, les excuses classiques. Non, je pars en solo, frérot, m'a-t-il répondu. Étrange, je n'avais jamais rencontré ses amis, et pourtant à le voir sur Instagram, il semblait populaire. Ça ne m'a pas trop alarmé. Parfois les apparences sont trompeuses. On a pris l'avion le 15 août, retour prévu pour le 18. Dès notre arrivée à Phoenix, il a récupéré la voiture de location. On s'est arrêté pour acheter à manger et quelques bières, puis on a filé à l'Airbnb. Il était déjà tard. En entrant dans la maison, j'ai tout de suite vu qu'il n'y avait qu'un lit, une chambre, pas 2. J'avais oublié de lui demander ce petit détail. Il m'a regardé, souriant. « Détends-toi, la canapé est un lit pliant, et t'inquiète, je ne te ferai pas payer l'Airbnb. Bon, une nuit gratuite en Arizona, pas de quoi me plaindre. » J'ai déplié le canapé, installé les draps, et je me suis couché. C'était étonnamment confortable. Au milieu de la nuit, un bruit m'a réveillé. Matt traversait la pièce pour aller chercher de l'eau dans la cuisine. Je suis un dormeur très léger, le moindre son me réveille. Je l'ai juste regardé passer, puis je me suis rendormi. Le lendemain, Matt me secoua doucement. Il faisait grand soleil.
un ciel dégagé à perte de vue, l'air chaud déjà chargé de cette odeur sèche propre à l'Arizona. On sauta dans la voiture direction le Grand Canyon. Rien ne t'y prépare vraiment, tu sais. On en voit des photos toute sa vie, on en entend parler partout, mais une fois devant, la réalité dépasse tout. La démesure, le silence. C'est comme se retrouver face à quelque chose d'ancien, de sacré. On a emprunté le sentier du Bright Angel. Une boucle connue mais exigeante. Très vite, j'ai compris que j'étais en moins bonne forme que ce que je pensais. Matt, lui, grimpait comme un cabri, hilar, me lançant des encouragements moqueurs. « Allez mec, t'es censé avoir des poumons, non ?» Je riais entre deux souffles courts. On a fait pas mal de pauses, surtout pour prendre des photos, et franchement, certaines étaient magnifiques. À ce moment-là, je me disais juste que je vivais une belle aventure. Rien d'anormal, pas encore. Après 3 bonnes heures de marche, on a rejoint la voiture. Épuisé, trempé de sueur, j'ai supplié Matt qu'on s'arrête manger. On a trouvé une petite sandwicherie sur la route du retour. Je me suis empiffré comme si j'avais jeûné pendant 2 jours. De retour à l'Airbnb, sieste obligatoire. On s'est affalé chacun dans nos coins. Puis plus tard dans l'après-midi, on a décidé de traîner un peu dans Phoenix. Bars, ambiance détendue, bière locale. On a fini dans un bar avec une musique live, puis dans un autre. Et encore un, classique Matt apparemment. Je l'ai vite compris, il aimait boire. Beaucoup. Ce soir-là, on a dépassé les bornes. On était tous les deux bourrés, mais moi j'étais carrément éclaté. On a dû laisser la voiture sur le trottoir et commander un Uber pour rentrer. Je ne me souviens pas de grand-chose, à part de Matt qui mettait la musique à fond dans l'Airbnb et de moi qui branchais mon téléphone à côté du canapé avant de m'écrouler. C'est plus tard, bien plus tard, que je me suis réveillé. Une de ces alertes internes, gorge sèche, vessie prête à exploser. Je me suis levé à moitié conscient et ai marché vers la salle de bain. Un bruit m'a fait m'arrêter net. Un craquement, comme un pied sur du parquet mal posé. Je me suis figé. J'ai regardé autour de moi dans l'obscurité. Rien. Alors j'ai continué. En plein milieu du pipi salvateur, j'ai entendu une porte claquer. Le genre de clic discret mais distinctif. Matt venait sans doute de fermer la porte de sa chambre. Bizarre mais bon. En sortant, j'ai essayé sa porte. Verrouillée. J'ai frappé doucement. Pas de réponse. Bon, retour au canapé. Je me suis recouché, un peu perplexe, mais la fatigue a vite gagné. Le lendemain, j'ai ouvert les yeux avec un mal de tête monumental. Un vrai tambourinage dans le crâne. Je me suis redressé et c'est là que j'ai vu mon téléphone. Il n'était plus là où je l'avais laissé. Je l'avais mis à charger sur le sol, à côté du canapé. Maintenant, il trônait sur la petite table, débranché. Mon cerveau embrumé a tenté une explication rationnelle. J'étais saoul, j'ai dû le déplacer. Rien d'alarmant peut-être. On n'a pas fait de randonnée ce jour-là, Dieu merci. On s'est contenté d'explorer la ville, de visiter les jardins botaniques, de conduire au hasard. Je voulais éviter l'alcool, mais Matt a insisté, et j'ai cédé. Encore une nuit de beuverie. Vers 2 heures du matin, retour au Airbnb. Mec, dors dans le lit cette fois. C'est plus juste, a-t-il proposé. Fatigué, j'ai accepté. J'ai pris mes affaires et suis allé dans sa chambre. Je n'ai pas verrouillé la porte. Après tout, pourquoi le faire? La serrure était une de ces vieilles poignées qu'un tournevis suffit à ouvrir. J'aurais dû. Je me suis endormi rapidement, mais pas profondément. J'ai été tiré de mon sommeil par un sentiment diffus, cette sensation étrange qu'il y a quelque chose qui cloche sans qu'on sache quoi exactement. J'ai tâté le lit à côté de moi. Mon téléphone n'était plus là. Je me suis redressé d'un bond, le cœur battant. La prise était vide, le câble pendait dans le vide. Encore, je me suis penché de l'autre côté du lit et j'ai crié. Matt était là, allongé sur le sol face contre terre. Je lui ai hurlé dessus. « Qu'est-ce que tu fous là, bordel ?» Il s'est redressé lentement, les yeux à moitié ouverts, comme s'il émergeait d'un rêve. Il bafouilla. « Merde, je crois que j'étais bourré. J'ai voulu aller au lit, mais j'ai fini là. Mais non, non, ce n'était pas crédible. Il était du côté opposé à la porte. Il aurait dû me réveiller en entrant. Je l'ai accusé direct. « T'as pris mon téléphone ?» Il a nié, l'air offensé. « Mec, regarde sous le lit, il a peut-être glissé. » Il s'est mis à genoux, a passé la tête sous le sommier, et miracle, il l'a trouvé. « Ah, il est là », a-t-il dit comme si de rien n'était. Mais moi, je ne voyais plus Matt. Je voyais autre chose, un inconnu, un homme inquiétant. Je lui ai dit que je retournais dormir sur le canapé. Il a insisté pour y aller à ma place. J'ai fermé la porte derrière lui, et cette fois, j'ai verrouillé. Je pensais que la serrure suffirait. Je pensais pouvoir dormir,
malgré le malaise croissant. Je me disais que tout ça n'était que l'effet de l'alcool, de la fatigue, de la paranoïa, mais je me trompais. Je me suis réveillé une dernière fois, cette nuit-là, et cette fois je savais pourquoi. Il était là, Matt, debout au pied du lit, juste là. Je distinguais à peine sa silhouette dans l'obscurité, découpée par un filet de lumière venant du couloir. Il ne bougeait pas, il ne disait rien, son corps droit comme une statue, son visage invisible, mais je savais qu'il me fixait. Et puis lentement, il s'est assis au bord du lit et a commencé à me frotter le pied, comme si c'était normal. Mon sang s'est glacé. Cette fois, plus de doute, plus d'excuses. Sors d'ici et jure-les. Il ne bougeait pas. Je l'ai repoussé de toutes mes forces. J'ai bondi hors du lit, l'ai traîné jusqu'à la porte. Il n'a opposé aucune résistance. Il s'est contenté de sortir, silencieusement, comme une marionnette. Je n'ai pas perdu une seconde. J'ai vidé mon sac à la hâte, jeté mes vêtements, mes produits de toilette, tout ce que j'avais dans ma valise. Il était dans le salon, assis sur le canapé, le dos droit, les yeux dans le vide, comme un personnage de jeu vidéo en attente de commande. Son regard vide, figé sur moi, me suivait alors que je bouclais mes affaires. Pas un mot, pas un geste, juste une présence terrifiante. J'ai commandé un Uber vers l'aéroport sans même réfléchir. Il ne m'a pas retenu, il ne s'est pas levé. Il est resté là, comme figé dans une image d'horreur. Dehors, le soleil commençait à poindre à l'horizon, et moi je quittais Phoenix, tremblant, silencieux. À l'aéroport, impossible de fermer l'œil. Mon esprit tournait à 100 à l'heure. J'avais besoin d'air, de clarté, de calme, mais rien ne venait. Seulement une oppression sourde, un poids invisible sur mes épaules. J'ai changé de siège dans l'avion pour ne pas être à côté de lui. J'ai regardé par le hublot tout le vol, incapable de tourner la tête, incapable de le voir, incapable de lui parler. Je n'ai raconté l'histoire à personne pendant des heures. Je n'y arrivais pas encore. Puis, plus tard dans la journée, j'ai parlé à quelques amis. Les réactions ont été immédiates. Frérot, je t'avais dit qu'il était chelou. Il était toujours seul, même à chaque fois qu'on l'a croisé. Tu penses pas qu'il a vu ta story Insta et qu'il t'a suivi jusqu'au bar? Et là, ça m'a frappé. C'était probablement ce qu'il avait fait. Il m'avait traqué. Il avait vu l'endroit, le spot, l'heure et s'était pointé. Délibérément. Comportement de stalker. J'ai bloqué son numéro. J'ai supprimé son contact Instagram. Mais avant de le faire, j'ai ouvert un de ses vieux posts. Une photo où il était avec quelques potes, bras dessus, bras dessous. Aucune identification. Mais un des gars avait commenté. Je suis allé sur son profil. Matt ne le suivait même pas. L'autre non plus. J'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai envoyé un message. « Salut, désolé si ça paraît bizarre, mais est-ce que t'es toujours ami avec Matt ?» La réponse est tombée en moins de 10 minutes. « Non, ce mec est flippant. Barre-toi. » Il a enchaîné, me racontant comment lui et d'autres anciens amis avaient tous coupé les ponts avec Matt. Il m'a même dit « Ce type devrait être en prison. » Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé en Arizona, il n'a pas été surpris. Pas du tout. C'était comme si, ce comportement, ce scénario, il l'avait déjà entendu. J'ai mis du temps à digérer, du temps à comprendre. Je croyais que Matt était un mec sociable, un peu fêtard, un gars lambda croisé par hasard, avec qui j'avais bu des coups, ri, voyagé. Mais il n'était rien de tout ça. C'était un prédateur, masqué par un compte Instagram bien calibré, un personnage calculé, une présence insidieuse qui s'était faufilée dans mon quotidien à coups de sourire et de verre levé. Je repense à ces nuits, au téléphone déplacé, à la porte verrouillée, à ce frottement sur mon pied. Et je frissonne. Et au fond de moi, une seule question me hante encore. Qu'est-ce qu'il essayait de faire avec mon téléphone ? C'était l'été dernier, mi-juillet. Je venais de rentrer chez mes parents dans le Maryland pour quelques semaines. Une pause bienvenue entre 2 semestres de fac. Le genre de moment où tu veux juste décompresser, profiter et retrouver un peu ce que tu étais avant que la vie universitaire ne t'engloutisse. Je m'appelle Kyle et cette histoire est réelle. Avec mes 2 meilleurs potes, Jason et Marcus, on avait prévu un petit trip. Rien de fou, juste un week-end à Ocean City, comme au bon vieux temps du lycée. On allait tous dans des facs différentes maintenant, et les moments où on pouvait se retrouver devenaient rares. Jason avait la clé du paradis, une petite maison de plage que sa famille possédait, à quelques blocs du sable. Rien de luxueux, mais parfaite pour nous 3. L'objectif, rien de plus simple, se détendre, boire, rire, se rappeler qui on était. On est arrivé dans l'après-midi. Il faisait une chaleur lourde, presque poisseuse.
Le genre d'air qui colle à la peau dès que tu sors de la voiture. Ça sentait la crème solaire, l'iode, les frites grasses vendues au bord de l'eau. Ocean City en plein été. On a traîné un moment sur la promenade, arpenté les stands de jeux, observé les familles en tongs tirer leurs enfants collants de glace. La mer était pleine de touristes, de gamins criards avec des bouées, de cris de mouettes et d'ordres hurlés par les maîtres nageurs. C'était le chaos d'été, mais un chaos rassurant. Le soir venu, on est rentré à la maison. Burgers au barbecue, bière, jeux à boire, playlist à fond. À minuit, on était tous bien allumés et un peu à court d'idées. Et c'est là que Marcus a lancé. Pourquoi on n'irait pas faire un tour sur la plage? C'était stupide, donc forcément on a dit oui. On n'a rien pris avec nous. Juste des sweats, nos portables et une lampe torche trouvée dans le tiroir de la cuisine. On ne comptait pas se baigner, juste marcher, respirer, écouter les vagues. On a emprunté un petit sentier, puis les marches qui mènent directement à la plage. Et là, comme prévu, personne. Le sable, les vagues et cette obscurité étrange, troublée seulement par quelques réverbères sur la promenade et un croissant de lune planqué derrière des nuages. On a marché au bord de l'eau, laissant la fraîcheur des vagues lécher nos chevilles. On parlait de tout et de rien, on riait. Puis, sans prévenir, Jason s'est redressé d'un coup. « Attendez, c'est quelqu'un là-bas ?» On a tous tourné la tête. Au début, je ne voyais rien, juste un flou sombre, une ombre dans le noir. Et puis, oui, il y avait quelqu'un, une silhouette, lointaine, marchant très lentement le long du rivage, à une 50aine de mètres. Rien d'inhabituel à première vue. Mais quelque chose dans sa manière de bouger nous a mis mal à l'aise. Ses pas étaient raides, mécaniques, son corps semblait tendu, presque figé. Ses bras restaient collés à son flanc, et sa tête légèrement penchée vers le bas, comme s'il scrutait le sable ou chuchotait à l'océan. Le silence s'est installé. « Qu'est-ce qu'il fout » ai-je chuchoté. Marcus a suggéré qu'il cherchait quelque chose. Jason, lui, a rigolé. Un touriste bourré qui a paumé ses clés sûrement. On a tenté de rire aussi, de relancer la discussion. Mais nos regards revenaient toujours vers lui. Et puis au bout d'un moment, il s'est arrêté. Juste là, immobile, et plus proche, à peine 30 mètres. Il ne bougeait plus. La silhouette était là, figée, les pieds plantés dans le sable humide, toujours tournés dans notre direction. À cette distance, on pouvait à peine distinguer ses traits, mais il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans sa posture. « Il nous regarde », murmura Marcus. Jason s'est raidi, et lentement, sans rien dire, il a braqué la lampe torche vers lui. J'aurais préféré qu'il ne le fasse pas. Un flash, une fraction de seconde. La lumière s'est mise à clignoter, mais ce court instant a suffi. On l'a vu, un homme, torse nu, la peau blême, presque grise, comme lavée par le sel et le temps. Il portait un jean trempé collé à ses jambes. Ses bras pendaient le long de son corps, mou, inerte. Sa tête était légèrement penchée, mais ses yeux, eux, étaient ouverts, énormes, figés sur nous. Et dès que la lumière l'a touché, il s'est mis à courir. Pas trottiner, courir, à pleine vitesse, brutalement, comme une bête qu'on aurait libérée. Je n'avais jamais vu quelqu'un bouger comme ça. C'était inhumain, pas une foulée normale, pas une progression humaine. Il a basculé en avant et s'est lancé comme si une impulsion invisible l'avait projeté. « Cours !» hurla Marcus. On a tourné les talons, nos pieds s'enfonçaient dans le sable, chaque pas semblait nous ralentir. Le vent fouettait notre peau, les battements de mon cœur couvraient le bruit des vagues. Je sentais son regard derrière moi, je n'osais pas me retourner. Les marches enfin, les planches de bois de la promenade, et puis la rue. On s'est arrêté, essoufflé, haletant, et il n'y avait personne, rien derrière nous, pas de silhouette, pas de traces de pas, juste la mer, les vagues et ce vide oppressant. On n'a pas parlé sur le chemin du retour. Chacun essayait de trouver une explication rationnelle, de se convaincre que c'était juste un taré, un SDF, un gars bourré, un prank, mais au fond on savait que ce n'était pas normal. De retour à la maison, on a verrouillé toutes les portes, tiré les rideaux, éteint la lumière. On est resté là sans oser dormir, les yeux fixés sur les fenêtres. Chaque craquement nous faisait sursauter, chaque ombre devenait suspecte. On a attendu que le jour se lève, comme des enfants terrifiés sous leur couverture. Le lendemain matin, on a tenté d'en rire. Jason a balancé, c'était probablement juste un mec en manque de sensations fortes. Mais aucun de nous n'a vraiment ri. On est resté enfermés toute la journée. Même le soleil ne suffisait pas à nous faire sortir.
Le lendemain, on a plié bagages. Personne n'a dit pourquoi, mais c'était évident. On ne voulait pas revivre ça. Les semaines ont passé, et puis un soir, Jason m'a envoyé un message. « Mec, je fais le même rêve toutes les nuits. » Il voyait l'homme, trempé immobile dans le coin de sa chambre. La tête penchée, les bras pendants, les yeux rivés sur lui, sans parler, sans cligner des yeux, juste regarder. Je n'ai rien répondu tout de suite, parce que moi aussi, je faisais le même rêve, exactement le même, et parfois la nuit, je me réveillais en sursaut. J'entendais le son étouffé de pas mouillés dans mon couloir, mais il n'y avait jamais personne. Un an plus tard, je scrollais un groupe Facebook local sur Ocean City. Un post m'a glacé le sang. Quelqu'un avait partagé une photo nocturne de la plage, floue, grainée, mais au milieu on voyait une silhouette. Lui, même posture, même jeans trempés, même torse nu et peau pâle. Il était là, encore. Le message disait « Quelqu'un sait qui est ce mec flippant que j'ai vu hier à 1h du mat ?» Mais ce sont les commentaires qui m'ont terrifié. Je l'ai vu aussi. Il est resté là pendant des heures. Il est entré dans l'eau et il n'est jamais revenu. On a trouvé des traces de pas mouillé sur notre Porsche, aucune trace avant ou après. Juste là. Je ne sais pas ce que nous avons vu cette nuit-là. Je ne peux pas l'expliquer. Mais je sais une chose, je ne retournerai plus jamais sur cette plage. Pas de nuit, pas seul, pas même en rêve. Chaque été, depuis aussi loin que je me souvienne, je le passais dans une petite ville côtière typique de la Nouvelle-Angleterre. Si tu connais la région, tu vois le genre, maisons en bardeaux gris, vélos qui grincent sur les routes de gravier, cloches de port qui teintent dans le lointain, sel sur la peau, vent marin dans les cheveux. À 19 ans, c'était encore notre rituel sacré, travailler en journée, faire la fête le soir. Mon job, garçon de quai, pas le plus excitant, mais ça payait assez pour les bières et l'essence du bateau familial que mes parents me laissaient utiliser. Ce soir-là, j'avais fini tard. Comme d'habitude, j'ai envoyé un texto au groupe pour savoir c'est quoi le plan. Mais comme toujours, tout le monde répondait « Dans 1 heure, je finis dans 20 min, je passe chez moi vite fait ». Alors j'ai proposé à mon pote Emerson, qui sortait de son taf, de passer me prendre pour qu'on aille chercher à boire. Il avait un faux ID. Pratique, on a rempli le coffre, puis au lieu d'attendre les autres sur la terre ferme, on a pris le bateau. Il était environ 19 h, encore bien clair dehors. On a fait le tour du petit promontoire pour rejoindre une crique où les jeunes ont l'habitude de jeter l'ancre pour l'apéro. Il y avait déjà quelques bateaux amarrés. Rien d'anormal. Des gens comme nous qui profitaient de la soirée. On s'est placé entre 2 embarcations, balancé l'ancre et ouvert nos premières bières. La musique du bateau à gauche passait un bon vieux tube des années 2000. Ambiance détendue. On rigolait, on buvait. Puis l'un des bateaux est parti et l'autre a coupé la musique. On s'est retrouvés seuls dans le silence. Emerson a commencé à râler. « Remets la musique, c'est pas fini les gars ». On a crié, ri, gueulé comme 2 idiots alcoolisés. Mais la musique n'est jamais revenue. Assis à l'avant du bateau, je buvais tranquillement en fixant le ciel quand Emerson m'a donné un coup de coude. « Mec, regarde ça ». Je me suis retourné. Et là, 3 personnes se tenaient debout à l'arrière du bateau d'à côté, immobiles, et elles nous fixaient. D'abord j'ai ri. Sincèrement, j'étais saoul. Ça me paraissait surréaliste. Mais Emerson, lui, ne riait pas. Il était tendu. Quelque chose le dérangeait profondément et je ne le comprenais pas encore. « Détends-toi, c'est juste des types curieux », lui ai-je dit. Mais les silhouettes ne bougeaient pas. Pas un mot, pas un geste. Juste cette fixité, cette présence muette, on ne voyait pas leur visage. Juste leurs contours, dessinés par la lumière du pont. Des ombres humaines. Le malaise a commencé à me gagner. Pour détendre l'atmosphère, j'ai sorti le mégaphone planqué dans un coffre. 20 $ pour le show, messieurs, et je criais. Un rire a éclaté, un rire d'homme, lent, grave, raspi, presque malsain. Emerson s'est levé d'un coup. On dégage. Maintenant, je le regardais tirer sur l'ancre avec une panique visible, pendant que je rigolais encore bêtement, une bière à moitié vide dans la main. Mais au fond, même moi je savais que quelque chose clochait. C'est là qu'on a entendu 2 bruits secs. Splash, splash, venu du bateau d'à côté. On a tourné la tête et désormais une seule silhouette restait à bord. Les 2 autres, disparus. Mon sourire a disparu instantanément. Emerson m'a lancé un regard terrifié. Ils sont dans l'eau, ils viennent vers nous.
Il continuait de tirer sur l'ancre comme un fou. Moi, je restais figé. Puis il s'est arrêté net, les yeux écarquillés, et m'a soufflé « Écoute ». Le silence était total. Plus de musique, plus de rire, plus de vagues. Seulement cette eau noire autour de nous. Je me suis approché du bord et j'ai lancé « Hé, y a quelqu'un ?» Aucune réponse. Mais au fond de moi, je sentais qu'on n'était plus seul. Tout s'est passé en une fraction de seconde. J'ai entendu Emerson pousser un cri étouffé, suivi d'un éclaboussement brutal derrière moi. Je me suis retourné juste à temps pour voir une main s'agripper à l'arrière du bateau. Un bras trempé, une peau livide, quelqu'un essayait de grimper à bord. J'ai crié, lâché ma bière, couru vers le poste de pilotage. Emerson, lui, brandissait l'ancre comme une arme prête à se battre. Je tournais frénétiquement la clé du moteur. Une fois, deux fois, il tout sauta. Troisième tentative, le moteur rugit enfin. Je n'ai pas réfléchi, j'ai poussé la manette à fond, mais dans la panique, j'ai oublié le banc de sable juste devant nous. On a heurté violemment, le bateau a bondi, raclé le fond, puis s'est immobilisé. Je criais, je reculais la manette, le bateau a reculé, glissant hors du piège. On s'est arraché de cette baie comme si l'enfer nous courait après. 5 minutes plus tard, toujours à pleine vitesse dans les eaux plus ouvertes, on respirait enfin. J'ai regardé Emerson. Il était blême, trempé de sueur. Qu'est-ce qu'il voulait? Nous voler? Nous faire peur? Il hocha la tête sans répondre. On a commencé à ramasser les canettes, les coussins envolés, remettre un semblant d'ordre. C'est là que je l'ai vu, des lumières, un bateau revenant dans notre direction. Vite, beaucoup trop vite. C'est eux, ai-je soufflé. J'ai sauté au poste de pilotage, plein gaz. Mais mon bateau n'était pas un bolide, c'était un vieux modèle familial, pas fait pour la vitesse. Eux, en revanche, ils nous rattrapaient. Emerson était au bord de la panique. Ils vont nous attraper, mec. Qu'est-ce qu'ils veulent à la fin? Je lui ai hurlé de se calmer, concentré sur la rive qui approchait. Les docks étaient là, droit devant. Mais le bateau poursuivant était si proche qu'on distinguait presque sa coque bondissant sur les vagues. Je n'avais plus d'option. Alors j'ai pris un virage sec à gauche et j'ai rasé la côte. Leur bateau a ralenti. Puis, contre toute attente, il a bifurqué dans l'autre direction. Je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai foncé droit vers les docks. Une fois amarré, le calme est revenu. Pas de dégâts majeurs, rien de cassé. Mais l'atmosphère restait plombée. On a retrouvé nos amis plus tard, raconté tout ce qu'on avait vu. Et évidemment, chacun y est allé de sa théorie. Peut-être qu'ils voulaient voler le bateau. Peut-être que c'était des tarés. Des mecs pas du coin. Peut-être. Mais au fond, moi, je n'ai jamais voulu savoir. Je sais seulement une chose. Sans Emerson, cette histoire aurait pu très mal finir. Et même si personne n'a jamais su qui étaient ces silhouettes sur l'eau, leur silence, leur rire et leurs mains surgissant de l'eau noire ne quitteront jamais ma mémoire. 3 histoires, 3 rencontres. Et au fond, une même leçon. Ce ne sont pas les lieux qui sont dangereux, mais les présences qu'ils attirent, des inconnus trop charmants, des regards qui fixent trop longtemps, des silences pesants, des pas mouillés dans le couloir. On ne saura jamais vraiment ce que ces personnages voulaient. Mais une chose est sûre, ils ont laissé une empreinte que même le temps ne peut effacer.